coût économique qu'il génère, du pourquoi on le maintient, de comment on a tué le sens du travail, et des pistes que j'imagine pour passer du puissant fond d'une lutte schizophrénique contre le chômage, et je m'expliquerai pourquoi, à l'utilisation démocratique de ce potentiel humain gâché. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que je pensais, même avant de rencontrer le mouvement à travail pour chacun, qu'il y avait des choses bizarres dans cette histoire de chômage. On parlait de chômage frictionnel, vous savez, le temps de retrouver un travail, quand ça dure plusieurs années, dure la friction. Et puis, le chômage conjoncturel, quand ça fait plus de 50 ans, il faut peut-être se poser la question que ce n'est pas conjoncturel, quoi. Bon, le structurel, il y en a bien quelques-uns qu'on parlait, mais ils ne proposaient rien pour le changer, quoi. Et puis, les pires de la bande, c'est ceux qui parlaient d'un chômage naturel. Qu'est-ce qu'il y aurait de naturel là-dedans? C'était sur la base d'une RU, et pour eux, il n'y aurait rien d'autre à faire qu'à proposer un revenu minimum de richesse, excusez-moi, de pauvreté. C'est vrai qu'on m'explique comment on peut créer plus de richesse si on écarte 20% de la population dite active, sans compter ceux qui bossent pour ceux qui ne bossent pas. J'ai le sentiment que chacun préférerait, comme le disent mes collègues, de la dignité de vivre de son activité plutôt que de quémander une charité instituée. Un petit truc de langage aussi qui est assez gênant, on parlait de l'assurance chômage. L'assurance, c'est quand il y a un risque qui est minime et un maximum de cotisants. Là, il y a de moins en moins de cotisants, il y a de plus en plus de risques. Bon, c'est vrai qu'ils ont quand même pensé aussi à faire cotiser les retraités. Une assurance chômage pour les retraités, c'est important. C'est la solidarité. Ils n'ont pas pensé non plus à le faire pour tous ceux qui sont au niveau de la fiscalité et qui en passent à l'as. Alors, juste pour montrer qu'ils en sont uniquement à une gestion budgétaire, voilà, on arrive à récolter tant de pognon, combien on va en distribuer. Bon, là, vous voyez, je m'étais arrêté en 2017, là, on est encore au-dessus de 50%, on serait à 36% actuellement de chômeurs indemnisés, si j'en montre du doigt. Voilà. Alors, je vais aller hyper rapidement sur une étude qu'on avait faite en 97 sur les coûts du chômage, parce que, bon, c'est pas le plus intéressant, c'est ce qu'on va en faire. Mais pour vous dire que ça représente quand même des sommes très importantes. Donc tout ça, c'est basé sur les chiffres de la DARES, les politiques du taux d'emploi. Donc il y avait des sommes que vous connaissez, attendez, peut-être passer un trop vite, ça me semblait bien. Voilà, les indemnités chômage, tout ce qui était les retraits incitation, maintien en emploi, la promotion, et diverses choses. Il y en avait déjà à l'époque pour 35,8 milliards d'euros. Dans les aides dites implicites, qui sont donc les aides aux collectivités locales, le RMI, les conséquences du chômage, les exonérations de cotisations patronales, alors celles-là, elles sont bien installées, les formations qu'on fait par rapport au chômage, et je dis que j'ai la vie. Ah, c'est un choix. Oui, c'est pas encore nuit. Mais non, mais bon, ayez confiance, toutes ces sommes-là, c'est la DARES, donc moi je n'invente rien. C'est quoi FSE là? Les fonds sociaux européens, là, tu sais, les trucs où tu passes 40% de ton temps à les justifier et le contrôle, et pour justifier l'activité que tu fais d'accompagnement, en gros. Donc 37,7 milliards, mais je te demande de me croire, parce qu'il faut vraiment qu'on passe vite là-dessus, pour moi je n'arriverai jamais à tenir le temps. Alors, il y avait aussi des dépenses opaques, donc toutes ces aides aux entreprises dont on ne vérifie jamais le nombre d'emplois qui ont été créés. Les aides, oui aussi, mais on y viendra après. Ça, il nous remonter un peu plus tard. Les aides aux agricultures qui vont plus sur les produits phytosanitaires que sur de l'emploi. Et si on additionnait tout ça, déjà en 1997, on avait 105 milliards d'euros. Si des personnes ne travaillent plus, elles ne cotisent plus au niveau des cotisations salariales et patronales, et elles ne payent plus de CSG, de CRDS, elles payent moins de TVA parce qu'elles ont moins d'argent à dépenser, et il y a des réductions fiscales, bien entendu. On avait chiffré ça à 60 milliards à l'époque, en 1997. Le manque à gagner, voilà. Alors on nous a dit, oui, le manque à gagner, mais non, ça n'existe pas, on ne peut pas en raisonner comme ça.
comment un État raisonne sur son budget avec ce qu'il considère pouvoir récupérer en fiscalité, etc. etc. Donc, c'est bien la même chose. Donc, en 97, c'était ça, et donc j'ai fait une conférence gesticulée sur ce problème-là, et donc j'avais repris les chiffres jusqu'en 2017. Vous voyez, en 2015, c'est ceux-là qui sont affichés, on voit que ça n'a cessé d'augmenter, et l'intérêt, c'est de les comparer à ce que serait un salaire chargé sur une base de 2000 euros brut mensuel. Eh bien, ça coûte 36 000 euros par emploi. Donc, on a déjà une preuve mathématique qu'on avait pas financé plus d'emplois qu'il en manquait, et c'est toujours vrai. Alors, un petit passage aussi là sur tout ce qui est des sommes qu'on n'avait pas pu intervenir sur le CICE. Effectivement, on pourrait se poser la question, puisque si le CICE, qui était donc financé par la taxe carbone, n'aurait créé ou sauvé que 100 000 emplois. Donc, ça fait déjà un coût de l'emploi à plus de 200 000 euros. Et puis, donc effectivement, ils les ont augmentés du temps de Macron en 2019, doublés même. Hein. Un petit exemple de ces cadeaux qu'on leur fait, Carrefour, qui a touché 755 millions de CICE. Oui, il y a compétitivité emploi, mais c'est le I qui me manque encore, c'est pas grave. Oui, oui. Crédit impôt. Donc, une étude donc, qui parle de 259 emplois créés, donc là, ça fait plus de 3 millions de coût de l'emploi, et il semblerait, encore pire, que ces crédits accordés aient servi, outre, bien entendu, à augmenter les dividendes, à financer des caisses automatiques qui ont permis de licencier 3000 caissiers. Bon, il y avait des tas de rubriques qu'on n'avait pas pu non plus mettre dans tous ces coûts, notamment les coûts sur la santé que provoque le chômage et la pression de ceux qui se battent pour conserver leur emploi et finissent en burn-out. Actuellement, on pense que c'est le cas d'un tiers des soignants, par exemple. Et alors, je ne parlerai même pas du traitement qu'on leur a fait pendant le Covid, pour gagner du temps là aussi. Mais par exemple, depuis 5 ans, la Belgique dépense plus d'argent pour traiter les maladies de longue durée, dépression et burn-out, que pour le traitement du chômage. Et puis en France, on est rendu à plus de 200 000 déclarations d'inaptitude, dont 2 tiers finissent en licenciement. Alors, quels sont les outils que jusqu'ici les gouvernements nous ont proposés? Ah ben, il y a toute une palette de structures d'insertion par l'activité économique. Juste sur les petites choses, rappelons que pour l'association intermédiaire, ça a permis surtout une défiscalisation pour ceux qui employaient du personnel de maison. Et ça a même été en concurrence avec des structures comme les mutuelles ou la DMR, en donnant moins de droits à des gens, soi-disant parce qu'ils étaient en difficulté. La plupart de ces outils-là, ou mieux, ont réussi à faire changer la donne des gagnants à la marge, mais rien de plus. Donc beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose, et tout en faisant porter la responsabilité des individus sur leur situation. La RTT, faisons attention, hein, la réduction du temps de travail ne veut pas dire forcément création d'emplois. En 1998, il y avait 25 millions de populations actives, dont 20 millions travaillaient. 10% du temps de travail, on aurait pu penser, mais mathématiquement, à 2 millions d'emplois créés. On ne sait pas combien il y en a eu créés, c'est 10 000, 30 000, 150 000 parlent des social-optimistes qui avaient mis ça en œuvre. Par contre, on sait que ça a servi à l'accessibilité des entreprises, et on sait que ça a servi beaucoup d'entreprises, aux grosses entreprises, à faire plus d'argent. Un autre outil qui est beaucoup plus ancien et qu'on a tous laissé passer, c'est le passage par Giscard, le ministre des Finances sous Pompidou, qui était un ancien directeur de la Banque Rothschild, les choses se répètent, hein, et qui a interdit donc à l'État et aux collectivités territoriales de pouvoir emprunter pour financer des projets d'utilité collective en les obligeant à passer par les banques privées
bien entendu un effet sur l'augmentation du chômage, sur le coût de l'emprunt et a accentué le déficit public. 71, les décrets en 72, pendant que moi je luttais contre la loi de Debré, qui était un épiphénomène sur l'armée. Comme quoi. Et donc, cette dette publique, on voit bien qu'elle n'a cessé d'augmenter. Alors, on avait demandé à un dénommé M. Laveille, ça ne s'invente pas, hein, qui venait d'Ensae, de trouver un rapport, quelque chose qu'on ne devrait pas dépasser pour éviter cette montée des déficits publics. Et il avait fait un rapport entre donc, le déficit d'une année, je ne sais pas si laquelle c'était 80 ou 82, et le PIB. Et ça, comme ça arrive à peu près à 3%, eh ben, il se dit qu'on va faire ça. Et c'est une règle que tout le monde suit alors qu'elle n'a aucun sens. Et qu'en tout cas, elle n'a jamais... Elle n'a aucun sens. Mais parce qu'un déficit public, c'est la différence entre les rentrées et les sorties. On peut dire aussi de s'occuper de mieux faire rentrer ce qui fait rentrer, etc. Hein, il y a d'autres moyens. Et puis le PIB, c'est ce qu'on a produit. Donc, diviser les patates par les choux, je ne sais pas quoi, enfin, ça n'a aucun sens. Il le reconnaît lui-même, hein, d'ailleurs, voilà, depuis qu'il est à la retraite. Et la part des intérêts, on le voit bien, dans la dette, elle est énorme, c'est ce qu'on connaît pour la Grèce au niveau de l'Union européenne, c'est ce qu'on connaît chez nous de la même manière, et on voit qu'elle a empêché, elle a diminué l'investissement depuis longtemps au profit des rentes bancaires. Je sais, je vais trop vite. Après, c'est toi qui me le rappeler que j'ai dépassé mon temps. Non, non, ça va, c'est bon là. Alors, parlons aussi rapidement, comme je l'évoquais tout à l'heure, du NERU, Non-Accelerating Inflation Rate in Unemployment. Je me suis entraîné. Yes. Donc, le principe il est très simple. Hein. Si on ne veut pas d'inflation, il faut qu'il y ait du chômage. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en plein emploi, vous avez le choix de votre emploi. Mais s'il y a des métiers qui sont durs, mal payés, des mauvaises conditions de travail, vous allez plutôt en prendre d'autres. Mais il va bien falloir quelqu'un pour ramasser les poubelles, pour faire un certain nombre de boulots pendant. Et donc, du coup, forcément, on sera obligé de changer les conditions de travail, de mieux payer. Donc, c'est un effet sur le coût de l'emploi, sur bien entendu donc, les prix et biens produits, et donc une incidence sur l'inflation. Et l'inflation, ce n'est pas bon pour les profits de nos grandes multinationales. Alors, avec tout ça, on rentre dans une sorte de spirale infernale, où avec un coût du pétrole qui n'est pas au bon niveau de ce qu'il devrait être par rapport aux dégâts qu'il produit, les pollueurs ne sont toujours pas les payeurs. Les règles de l'OMC, l'Union européenne, traité de libre-échange qui interdisent d'interdire tout profit, eh bien, on a forcément donc, en effet, des délocalisations, une baisse du coût du travail, une baisse des richesses créées, des rentrées sociales et fiscales en moins, et un déficit de l'État. Et à ce moment-là, bien entendu, quels sont les coupables? L'État-providence, les fonctionnaires, les retraités, les chômeurs, les migrants. Alors, une seconde.